Donc, bonjour à vous toutes et bonjour Mathéo. Donc, je suis très heureux de vous accueillir dans le cadre de l'Adidas T-Rex Maxi Race et surtout dans le cadre de la Maxi RSE. Donc, c'est à l'occasion de notre Adidas T-Rex Maxi Race que nous avons voulu mettre en avant la Maxi RSE, dont le but c'est de pouvoir créer ou recréer le lien avec notre environnement. Quand je parle d'environnement, c'est l'environnement extérieur, nos montagnes. Là, Mathéo, tu nous raconteras, tu vas faire le 100 km samedi, le tour du lac d'Annecy. Donc nous, on a la chance d'être fusionnels avec cette nature. Donc comment apporter un message éducatif, un message pour sensibiliser les personnes, pour dire regardez, c'est super important de faire attention à son environnement. Donc les choses que nous on fait naturellement, c'est important pour l'environnement, mais c'est aussi, et ça c'est l'objet du podcast, important pour nous, pour recréer du lien avec nous-mêmes. Et là c'est le coach qui parle, c'est à partir du moment où on recrée du lien avec nous-mêmes, où on est bien avec soi, qu'est-ce que ça fait du bien pour les autres. Et si j'englobe ça dans un positionnement RSE, donc du côté environnemental et du côté du bien-être des personnes, on va s'appuyer tout au long de cette semaine, dans le cadre des podcasts, sur les valeurs du sport, dépassement, engagement, transparence, respect. C'est des choses que nous, on nourrit régulièrement. On va s'appuyer là-dessus pour essayer de porter le message au niveau des entreprises, notamment où on passe la plupart de notre temps, on passe 70-80% de notre temps dans l'entreprise. Donc, quelle est la place de l'entreprise dans ce message éducatif? Et on est là pour en discuter. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Aude Guillaumard. Enchantée, bonjour. Voilà, de l'association Gestes Propres. Donc, si tu veux, Aude, je t'invite à te présenter. À me présenter. Donc, oui, Aude, je suis déléguée générale de l'association Gestes Propres. Donc, c'est une association environnementale reconnue d'intérêt général et dont la mission est de lutter contre les déchets abandonnés. Donc, tout ce qu'on va pouvoir retrouver dans la nature, mais finalement aussi dans la ville, enfin tous les espaces publics, tout ce qui finalement n'intègre pas les systèmes de collecte. D'accord. Donc là, je te remercie. Moi, ce que je vais te proposer, c'est parce qu'on est aussi en mode coaching, je vais te proposer un score. Je t'en ai pas parlé du score. Un score, c'est un outil qu'on utilise en coaching pour faire un point, un diagnostic, pour aller rechercher aussi les causes et les ressources qu'on a. Et on finit toujours le score par un plan d'action. Donc c'est une technique qu'on a en coaching pour pouvoir justement faire l'inventaire de ce qui se passe aujourd'hui dans un environnement. Donc là, je t'inviterai à... Je vais aller chercher le S. Il est quelque part. Il est là. Le S de score. Donc, quelle est la situation aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Quelle est la situation au niveau des déchets abandonnés? Des déchets abandonnés. Alors, on peut en parler longtemps. La situation, en fait, alors déjà, c'est par définition un déchet abandonné, on a du mal à le quantifier. Alors après, avec des estimations, on estime à environ 1 million de tonnes de déchets abandonnés chaque année en France hexagonale. Je peux aussi dire que, selon une étude qu'on a menée avec l'IFOP, 27% des Français avouent avoir déjà jeté un déchet par terre. Donc c'est pareil, ça fait près de 18 millions de personnes quand même. Donc c'est ce qu'on disait, un petit déchet plus un petit déchet, même tout petit, ça pèse lourd. Ce qu'on sait aussi d'après nos études, c'est qu'on a un comportement qui est différent selon les environnements. Donc on va faire plus attention quand même dans les espaces naturels, moins en ville, beaucoup moins aussi sur les bords de route et d'autoroute. Donc on a un comportement en fait finalement qui est différent par rapport au lieu dans lequel on se trouve. Mmh. Ça c'est assez intéressant parce qu'en fait derrière ça montre finalement différentes choses. Ça montre que ça joue aussi sur un sentiment d'appartenance ou aussi de se dire est-ce que le déchet
la probabilité qu'il puisse être ramassé par quelqu'un d'autre. Donc il y a une notion aussi de responsabilité. Finalement, il y aura bien quelqu'un qui va pouvoir passer derrière moi. Et ce que je trouve, moi, finalement très intéressant, c'est de montrer que les gens ont peu conscience que nos milieux et notre environnement, que tout est interconnecté. Et qu'aujourd'hui, on parle énormément de pollution, notamment marine et aquatique, mais c'est une pollution qui vient de la terre. 80% des déchets qu'on retrouve en mer ont d'abord été jetés à terre. Et donc, ça va pouvoir passer par des systèmes, les réseaux d'eau, ça peut être dans les rivières, dans les fleuves, ça peut être par le vent, la pluie. Enfin, tout ça est drainé. Et donc, on parle de cette pollution marine, mais en fait, c'est aussi lié à des pollutions des villes et de d'autres espaces. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a un enjeu à faire prendre conscience qu'on est dans des milieux interconnectés, finalement assez écosystémiques, et qu'il n'y a pas de barrière, quoi. Quand on est sur une route ou une bord d'autoroute, on peut complètement traverser un parc naturel, on peut complètement être à quelques mètres d'un cours d'eau. Enfin, tout est enchevêtré, et donc voilà un petit peu le pitch. À la fois sur les comportements, à la fois sur les lieux, sur les types de déchets aussi. Il y a des types de déchets qu'on va plus ou moins jeter. Les petits déchets, 86% des Français disent petits déchets égale petits impacts. Bon, quand on prend rien que le mégot, qui est à la fois composé de plastique et de substances toxiques, à lui tout seul, il va pouvoir polluer 500 litres d'eau. On voit bien que la taille n'a pas du tout de lien avec les conséquences. Mais ça, c'est vrai. Le chewing-gum, c'est du plastique aussi. Enfin bon, voilà, en fait, finalement, chaque déchet a un impact. C'est aussi intéressant par rapport je pense, au contexte du jour et dans le cadre de la Maxi-Res, c'est que de reparler aussi que même les biodéchets, en fait, peuvent avoir un impact. Parce qu'on peut se dire, voilà, le trognon de pomme, la peau de banane... Bon. Et en fait, c'est aussi important finalement de se dire que chaque déchet doit être jeté à un endroit approprié, et que la peau de banane, ça va pouvoir attirer des animaux qui n'ont pas forcément le système digestif pour Enfin voilà, tout est... On ne se rend pas forcément compte. Ou ça peut être après des fois des plantes invasives, ou déséquilibrer des écosystèmes. En fait, chaque geste compte. Voilà un petit peu peut-être un premier panorama. D'accord, Rod. Donc je vais faire la passerelle, je vais te donner le témoin, Mathéo. Si tu veux, tu peux... je t'invite à te présenter et nous dire, est-ce que toi, par rapport à ton expérience et ton métier, est-ce que tu as une position méta par rapport au chef d'entreprise ou par rapport à l'entreprise, justement, par rapport à ce constat? Est-ce qu'ils sont sensibilisés à ça par rapport au comportement qu'on devrait avoir dans l'entreprise? Est-ce qu'il y a des campagnes qui sont mises en place, par exemple? Quelle est la situation par rapport à ce constat? Oui, merci beaucoup Laurent, ravi d'être là, merci pour l'invitation. Je me présente donc en 2 mots, Mathéo Grillet, je suis cofondateur et associé du cabinet Veracy. C'est donc un cabinet de conseil environnemental qui a été lancé à Annecy en 2021. J'ai lancé ça du coup avec 3 amis d'enfance. On est né à Annecy, grandi à Alex et Menton, par lequel on va passer à la Maxi-Race. Bien sûr. Donc voilà, la descente de Villars-Dessus, je la connais plutôt très bien. Et donc au quotidien, chez Veracy, on fait des analyses environnementales. Et donc on va aider les entreprises principalement à réduire leurs impacts environnementaux. Donc pour ça, on passe par des outils comme le bilan carbone, qui est très connu. Mais on a aussi une approche produit, on fait des analyses de cycle de vie des produits. Et puis voilà, après on les aide à mieux éco-concevoir du coup ces produits-là. Donc on est 12 personnes maintenant au sein du cabinet. Et pour la petite histoire, donc Veracy, on a pris un petit peu de VR, un petit peu d'Annecy, un petit peu de véracité, donc authenticité en anglais. Et ça a donné Veracy. Merci. Voilà. Et peut-être donc quelques mots par rapport au constat qu'on fait, donc plus avec le prisme entreprise. On voit aujourd'hui de plus en plus d'entreprises quand même qui s'engagent sur ces sujets-là. Pour autant, on voit des dirigeants qui ont des fois du mal à passer à l'action. Il y a un gros travail de sensibilisation qui est fait, qu'on fait au quotidien, mais qui reste encore à faire. Je pense qu'il y a des questions aussi de génération.
ou quand ce sont des personnes qui approchent de la retraite, qui sont à la direction d'entreprise. C'est peut-être des sujets qu'elles ont moins connus que des nouvelles générations qui ont connu ça de par leur éducation et certains sujets RSE, environnementaux, qui sont maintenant dans les programmes d'éducation. Donc je pense qu'il y a un aspect là-dessus. Autre point aussi peut-être qui complexifie la situation actuelle et l'inaction de certaines entreprises, il y a un concept qu'on appelle le triangle de l'inaction. Où d'un côté, tu le connais Laurent ? Ouais. Bien sûr. D'un côté, du coup, on a les entreprises, d'un côté, on a les particuliers, et de l'autre, le gouvernement ou les institutions. Et en fait, chacune de ces trois parties va un petit peu se renvoyer la balle et dire c'est pas forcément à moi d'agir, c'est plus aux entreprises, c'est elles qui polluent. Les entreprises vont dire pour des aspects de concurrence, en fait, je peux pas me permettre d'agir sur ces sujets-là parce que ça me coûte d'un point de vue humain, financier, par rapport à la concurrence chinoise ou autre qui est moins avancée sur ces sujets-là. Le gouvernement dit c'est aux particuliers aussi d'agir, c'est eux qui sont sensibles à ces sujets-là, qui doivent faire attention dans leurs propres gestes au quotidien. Donc voilà au niveau de la situation. Pour autant, comme je le disais, il y a des choses qui avancent. Il y a des choses qui avancent au niveau de la réglementation, des réglementations européennes. On en parlait juste avant le podcast, la CSRD notamment, qui est mise en place et qui vise à harmoniser un petit peu les reporting RSE pour les entreprises. Il y a des choses aussi maintenant dans les appels d'offres, c'est-à-dire quand une entreprise va candidater à un appel d'offres, il va avoir 15 à 20% de sa note qui va être dédiée aux critères RSE. Et ça, typiquement, si une entreprise a fait un bilan carbone, elle va pouvoir gagner des points là-dessus. Et ça, c'est un aspect assez intéressant et on arrive à engager les entreprises là-dessus quand il y a un prisme un petit peu business. C'est un petit peu dommage, on se dit des fois, de les engager de cette manière-là. Mais pour autant, c'est une bonne manière de mettre le pied à l'étrier pour pouvoir ensuite dérouler la démarche. Donc voilà, et puis après, il y a tout simplement des entreprises qui sont sensibles à ces sujets-là. Il y a des gros enjeux autour aussi de l'image de marque. On sait que maintenant, typiquement dans l'outdoor, une marque qui va faire attention à l'éco-conception de ses produits, à la recyclabilité de ces derniers, elle va plus avoir de chances d'être choisie par les consommateurs. C'est des choses qui commencent à rentrer un petit peu dans les critères de choix à la fois des particuliers mais aussi donc des entreprises. D'accord, très bien. Marjorie, est-ce que tu pourras aussi te présenter, Marjorie. Est-ce que toi, ça te fait réagir en tant que aussi en tant que coach Mathéo parle du triangle de l'inaction par rapport à ton ancienne aussi expérience d'entreprise. Ouais. Est-ce que tu as envie de réagir par rapport à... Oui, j'ai plein de questions. Alors, je vais peut-être déjà me présenter en 2 mots. Donc, Marjorie Bastard, je suis coach et formatrice. Et effectivement, j'ai passé à peu près 15 ans dans le monde des grandes entreprises, dont une grande entreprise de services publics, donc très concernée par ces sujets en lien avec la préservation de l'environnement. Moi, là, quand je vous entends parler, en fait, on parle beaucoup de réglementation qui avance, et c'est tant mieux, j'ai envie de dire. Après, quelle est la part aussi de ceux qui avancent par conviction ? Où est-ce que vous placez le curseur, vous, dans les observations que vous faites, en fait, vis-à-vis des entreprises ou peut-être des partenaires assos que vous accompagnez pour dire moi j'y vais en fait par conviction parce que je sens qu'à titre perso en fait ça m'engage et ça répond aussi à mes valeurs, et quand j'y vais par obligation parce que quelque part la réglementation vient de tomber et que je n'ai pas le choix que de m'y conformer. Est-ce que vous avez une idée à peu près de ces proportions-là ? Alors, je ne sais pas si j'ai un chiffre. Moi, je peux parler plus du cas de l'association, qui est une association qui a été créée il y a plus de 50 ans. Et il y a peut-être une particularité, c'est qu'elle a été quand même impulsée, sa genèse, par des industriels. Donc, c'était avant, et il y a 50 ans, en fait, ça a été les débuts de la RSE. Elle a été impulsée par des grands chefs d'entreprise, plutôt issus de l'agroalimentaire, qui ont commencé à développer des produits de consommation et de commodité. Donc on va parler de la bouteille plastique, mais au prisme d'il y a plus de 50 ans, la bouteille plastique, c'était plutôt perçu comme une avancée, c'était moins lourd, etc., etc. Ça permettait, c'était les vacances, c'était la mobilité, et qui ont pris conscience que leurs produits pouvaient se retrouver dans la nature. Et donc, face à ça, ils ont eu une phrase qui est de dire que la responsabilité des entreprises dépasse les grilles de l'usine. Et donc, je pense qu'on ne parlait pas encore de RSE. Donc, pour répondre à la question, on était finalement en avance et on n'était pas dans une contrainte. Là, ça a été une initiative de dire, oh là là, c'est pas possible.
moi je veux bien apporter du service, mais comment je fais pour m'assurer que mes produits, mes emballages, ou en tout cas en fin de vie, ça ne va pas se retrouver finalement n'importe où. Donc cette association, elle a été créée sur cette impulsion plutôt industrielle, même si évidemment elle était suivie par des politiques. Donc à l'époque, on est sous Georges Pompidou, il y a Simone Veil qui faisait... Enfin voilà, il y a finalement pas mal de politiques, des scientifiques aussi conscients de la nécessité de s'engager. Et donc l'association a commencé à être essentiellement à vivre via des soutiens d'industriels mobilisés pour finalement se soucier, alors évidemment du devenir de leurs produits. J'imagine qu'il y avait aussi un sujet d'image, de se dire je retrouve des produits dans la nature, ça c'est pas complètement ce que je souhaite. Et aujourd'hui, il y a de la réglementation qui est venue, donc finalement qui oblige les entreprises dans les lois pollueurs-payeurs. Donc il y a des taxes obligées. Pour autant, les industriels, ça veut dire qu'ont cette nécessité de contribuer de façon réglementaire, et ceux qui nous soutiennent, ça veut dire qu'ils le font au-delà de leurs obligations. Donc voilà, donc nous en tout cas l'association ne tient que par des industriels alors pas que des industriels parce qu'on est aussi soutenu par des éco-organismes et le ministère de la Transition écologique, mais en tout cas pour les industriels qui soutiennent l'association, ils le font au-delà de leurs obligations réglementaires. Après, j'ai du mal à dire ça représente, sur une totalité d'entreprises, je pense qu'il y en a. Je pense qu'il y en a. Et après, il faut trouver aussi les leviers et comment il y a la prise de conscience. Alors ça, c'est intéressant, tu vois, parce que là, on est dans les causes du score. On monte d'un palier. Mais qu'est-ce qui fait que je vais au-delà de la réglementation? C'est quoi la genèse de tout ça, l'origine? Est-ce que c'est un profil particulier, une personnalité particulière? Je pense que oui. Ça a quand même été des patrons d'entreprises engagés et qui ont c'était les premiers discours vraiment sur la RSE. Donc oui, je pense qu'il y avait des personnalités et on voit que quand c'est quand même quand c'est les patrons qui prennent le lead, derrière, il y a plus de chances de succès, je pense. Maintenant, ouais, je pense que quand même, il y a un côté personnalité. Donc là, c'est intéressant. Tu dis le patron, il prend le lead, il a plus de chances de succès. Là, Mathéo, tu vas pouvoir nous répondre sur les parties prenantes, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quelles sont les causes, justement, qui vont faire qu'il va y avoir le succès de la stratégie RSE qui va être mise en place dans l'entreprise, quoi. Pour rebondir sur ce que tu as dit, Aude, je pense qu'on a du mal aujourd'hui aussi à quantifier un nombre d'entreprises qui font ça de manière volontaire parce que ça évolue beaucoup. On le voit, la situation il y a un an et la situation aujourd'hui, c'est pas du tout la même. Aujourd'hui, il y a une instabilité politique, économique, géopolitique qui pèse quand même beaucoup sur les entreprises, particulièrement sur nos clients, les petites PME locales, qui fait qu'elles ne vont pas s'engager dans ces démarches-là tant qu'il n'y a pas de réglementation qui leur est appliquée. Par contre, il peut y avoir des réglementations indirectes de par leurs clients, leurs fournisseurs, leurs banques, leurs investisseurs. Donc voilà, on parle quand même de réglementation parce que c'est ces gros donneurs d'ordre qui vont avoir des réglementations qui s'appliquent à eux et qui vont répercuter ça sur toute leur chaîne de valeur amont. Donc voilà, je pense pourquoi on a du mal à quantifier un petit peu cette part d'entreprises qui font ça de manière volontaire. Oui, je pense qu'il y a quand même un indicateur en y réfléchissant qui est intéressant, c'est qu'il y a un baromètre des entreprises engagées dans le mécénat. Donc le mécénat, c'est quand même par nature quelque chose qu'on fait en plus. Alors j'ai plus le pourcentage, mais c'est énorme. Le pourcentage d'entreprises qui sont des petites et moyennes. C'est la taille aussi de l'entreprise joue beaucoup. Et finalement, il y a plein de petites et moyennes entreprises qui s'engagent dans des actions de mécénat. Alors évidemment, après, si on regarde, les sommes ne sont pas forcément conséquentes, mais c'est quand même intéressant de voir que le terreau vient aussi finalement des petites structures et l'investissement dans le mécénat est souvent aussi lié par rapport à du local, donc par rapport à une zone géographique de vouloir, j'imagine, s'implanter, faire des choses, faire bouger autour de soi et autour de son implantation. Donc c'est vrai que le baromètre mécénat, ça fait partie des indications, je trouve, en termes de typologie d'entreprise et vers quoi vers des soutiens sur des actions, des initiatives locales.
Et pour répondre du coup à ta question, Laurent, il y a plusieurs facteurs clés de succès dans une démarche environnementale, démarche de décarbonation. Le premier élément, c'est quand même de faire adhérer la direction. Souvent, en fait, notre point de contact, ça va être le responsable RSE en entreprise. Mais au final, les décisionnaires, ceux qui vont valider les actions qui pourront être mises en place, c'est la direction. Et on se rend de plus en plus compte que pour les faire adhérer au projet, il faut leur faire comprendre le retour sur investissement qu'il va avoir pour eux, pour leur business. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut leur montrer qu'il y a des vraies questions d'image de marque qui sont là, qu'il y a des opportunités aussi business de transformation, qu'il y a pourquoi pas une branche d'activité un petit peu plus vertueuse, éco-responsable qui peut être développée en complément de service. Et ça, c'est assez intéressant. La deuxième chose par laquelle on peut les engager, c'est vraiment les risques climatiques qui peuvent peser du coup sur leur entreprise ou alors sur leur chaîne de valeur, leurs fournisseurs, etc. Et pour ça, ce qui est bien, on prend souvent des exemples de concurrents ou d'autres entreprises assez similaires qui ont eu des problématiques financières, d'approvisionnement, etc. parce qu'ils n'avaient pas intégré les impacts environnementaux et les risques climatiques justement qui portaient sur leur entreprise. Donc typiquement, il y a eu un cyclone sur des zones agricoles où étaient leurs fournisseurs qui ont complètement dévasté les récoltes. Et donc, ils ont été contraints de passer par un autre producteur qui était beaucoup plus cher. Et donc, forcément, les résultats financiers de l'entreprise n'étaient pas bons cette année-là. Donc voilà un petit peu les manières avec lesquelles on essaie d'engager les directions d'entreprise. Et si je fais le lien avec le sport, donc on parle beaucoup de critères, tu parles de quoi c'est quoi c'est les KPI, les critères de performance, oui. Les retours sur investissement, etc. Alors moi, je pensais que tu allais me sortir du chapeau, comme dans le sport, quoi. Le gars, il dit, allez, j'ai vraiment pris conscience, tu vois, non, je peux pas amener la planète comme ça, quoi. Tu vois, quand on fait du raid, quand on fait du trail, on dépend à 100% de cette nature quand tu es obligé de boire l'eau des castors. Tu n'as pas de micro-pur, que l'eau elle est marron, tu te dis je suis en montagne. Ou alors je me souviens en Afrique du Sud, le premier ravito était à 65 bornes, au bout de 4000 mètres de dénive, et puis tu es obligé de boire l'eau des cours d'eau. Tu fais confiance en la nature, quoi, tu vois. Donc là, tu es obligé de la respecter. C'est peut-être une bonne idée. C'est d'amener les chefs d'entreprise boire l'eau des castors. Non, mais blague à part. C'est-à-dire, est-ce que c'est pas la prise de conscience sur le terrain au réel ? Parce que je pense que quand on est dans... Enfin, c'est un petit peu comme... Là, pour le coup, je parle de façon globale. C'est-à-dire que on sait tous, il y a plein de choses qu'on devrait faire et qu'on n'arrive pas forcément à faire. Qu'est-ce qui fait qu'on engage et qu'est-ce qui fait qu'on va passer à l'action ? Donc, il y a le terrain et la prise de conscience au réel, je pense, en dehors des fois des murs de l'entreprise. Ça peut être une bonne façon d'engager. Oui, je pense qu'il faut quand même un maximum toujours s'adapter vraiment à ton interlocuteur parce qu'on parle quand même beaucoup de climat, d'environnement, etc. ces dernières années. Nous, quand on arrive pour réaliser une étude, on dit souvent on sait ce qu'on doit faire, on nous le rabâche suffisamment, on doit trier nos déchets, etc. Donc c'est vraiment trouver la clé d'entrée. Typiquement, si j'arrive dans une sensibilisation avec le comité de direction, je vois que le PDG a une petite montre de trail à la main, et effectivement, je vais prendre le prisme montagne, etc., protection des environnements dans lesquels on prend du plaisir les week-ends. Donc voilà, c'est trouver vraiment la corde sensible pour pouvoir jouer dessus. Toi, ta première approche dans l'entreprise, quand tu vas faire un audit pour savoir si tu vas faire un bilan, etc., c'est donc une approche humaine en priorité ? Oui, approche humaine de sensibilisation, replacer un petit peu le contexte général, expliquer pourquoi on fait ça, quels sont les risques et comprendre aussi où en est l'entreprise exactement, où est-ce qu'elle souhaite aller et pour quelles raisons. Ouais. Toi, tu es que sur le plan de la décarbonation, le plan environnemental. Est-ce que à l'occasion, tu traites aussi la partie RH, la partie bien-être des salariés ? Est-ce que tu fais des passerelles entre la décarbonation et le fait que les salariés ils soient bien sur leur poste de travail ? Est-ce qu'il y a des liens avec tout ça ? Ouais, alors bien évidemment, il y a des liens. C'est pour ça que y a le
gros sujet de la RSE. Nous, on est vraiment spécialisé sur les aspects environnementaux. On commence à aller un petit peu sur les sujets RH, de bien-être au travail, etc. Parce que on voit aussi effectivement qu'il y a des liens. Donc voilà, quand on prend soin de l'environnement qui nous entoure, on peut aller y faire du sport sur la pause du midi, aller courir dans le verrier. Et ça, bien évidemment, il y a des questions de bien-être au travail qui sont très importantes. Très bien. Hein. Oui. Aude, tu veux réagir par rapport à ça ? Oui, moi je trouve que le lien entre environnement et bien-être, il est immédiat. Ce matin, je vous le disais, j'ai longé le lac d'Annecy avec un soleil magnifique, les montagnes, la végétation, c'est juste dingue. Et évidemment, on arrive dans des conditions, on n'est pas... on sent vraiment très bien. Mais typiquement, alors évidemment, moi je raconte l'histoire au prisme des déchets abandonnés, mais vous allez dans des lieux où il y a plein de déchets, les gens ne se sentent pas bien. C'est les deux mots, quand on demande aux gens déchets abandonnés, qu'est-ce que ça vous évoque ? C'est pollution et incivilité. Le fait, c'est aussi lié à du... c'est lié au bien vivre ensemble, c'est lié au fait de se sentir bien dans un lieu et à avoir aussi envie d'y être et envie d'y vivre. Et on parle quand même d'espace public, naturel mais pas que. Et ça génère des émotions. Donc il y a un côté, il y a un côté émotionnel. Alors certains, ça va être de la colère. Après, ça dépend évidemment de l'état du lieu. Donc le volet émotionnel, pour moi, il joue fortement après sur évidemment le bien-être et intrinsèquement la personne. Et on voit aussi que finalement, quand on a fait des actions, alors il y a énormément d'actions, par exemple de clean-up, ramassage de déchets qui se développent, et ce côté ensemble, entraide, pouvoir alors restaurer, c'est pas tout à fait le terme, mais au moins nettoyer et revenir à un état de propreté où on va se sentir bien. Je pense que et là c'est pas une action environnementale, j'allais dire très engageante. On demande pas d'arrêter. On demande pas. En tout cas, nous sur le sujet, il n'y a pas de question de régime alimentaire, il n'y a pas de question de mobilité et autres. Donc sur des gestes assez simples, en lien avec l'environnement dans lequel évidemment on évolue, pour moi il y a un impact direct sur le bien-être et évidemment se découle après. Mais là, Marjorie, tu nous diras mieux, mais sur la performance, le fait aussi d'avoir envie de s'engager au quotidien et dans le travail. Donc là, il y a vraiment pour moi un lien. Tout est lié, oui. Effectivement, en 2022, j'ai eu l'occasion de partir en Amazonie brésilienne et de faire la rencontre en fait, du peuple autochtone Uniquin, donc dans le nord-ouest du Brésil. Je partais avec une association qui s'appelle Jiboyana et avec qui on était sur un plan de reforestation en fait, pour les aider aussi en matière d'autonomie alimentaire. Et en fait, moi, ce qui m'a frappé là-bas, au-delà de l'engagement que j'avais déjà vis-à-vis de l'environnement à titre personnel et puis aussi au regard de mes fonctions pro à l'époque, c'est de dire que eux et la nature ne font qu'un. Donc c'est quelque part comme si nous, on avait perdu ce lien profond, cette connexion, et de dire que, je me rappelle de cette phrase très simple, en fait, prononcée par le pagé du village, donc le pagé qui est un peu le grand sage, qui est un peu le chaman aussi, c'est prendre soin de soi, c'est prendre soin de la nature. Et de dire, nous, à quel moment ici, on a perdu ce lien-là, qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, quelque part, on saccage un peu ce qui nous entoure. Et de dire, si on revient sur les fondamentaux, donc en matière de coaching, clairement, c'est là aussi où on accompagne nos clients, c'est de dire, quand je retrouve le respect de moi-même, comment je suis plus en capacité de respecter les gens qui m'entourent déjà, et ce qui m'entoure de manière plus globale, donc mon environnement et donc la nature. Et se dire, quelle est la clé finalement qu'on va peut-être pouvoir aller chercher chez les dirigeants, chez les managers, pour aussi recréer ce déclic pour leur donner l'envie de devenir en fait des leaders qui vont mener aussi les équipes avec eux. Et pas juste être dans une logique de sensibilisation où effectivement on peut mettre à disposition beaucoup d'informations, mais malgré tout, ça n'en fait pas forcément un moteur unique. Donc est-ce que ça passe par l'exemplarité ? Je n'ai pas encore tout à fait la réponse à l'équation, mais en tout cas, c'est aussi cette question-là avec laquelle je suis revenue d'Amazonie et je me suis dit, dans ce que je vais créer par la suite, j'ai vraiment un sujet là-dessus à travailler. Et je pense que si on est tous autour de la table au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on se rend bien compte qu'à un moment donné, chacun a sa pierre à apporter à l'édifice et que si on veut avancer sur ce sujet-là, concrètement, on le fait à plusieurs et pas nécessairement seul, quoi. Voilà,
Tu parles de quelque chose de super important pour nous. Hein, on rentre dans l'objectif. C'est le déclic. Le déclic, le premier petit pas. En coaching, on dit le premier petit pas. Ce premier petit pas, c'est des fois, c'est 99% de l'énergie, parce qu'une fois qu'il est fait, c'est comme quand j'ai décidé ou de perdre du poids ou d'être bien, d'aller courir le matin. Si la veille, je n'ai pas tout bien organisé lors de mon réveil pour que mes baskets soient prêtes, mon short, pour que je puisse vite aller courir avant que les 70 000 et 80 000 pensées par jour que j'ai dans la tête se mettent en route et que les circuits à court terme m'appellent vers le sucre ou le petit déjeuner et la fainéantise ou autre, je ne vais pas aller courir, quoi. Donc qu'est-ce qui va faire que je vais avoir ce déclic? Il y en a qui l'attendent toute une vie et qui l'ont jamais. Nous, c'est notre job un peu j'allais dire à botter le cul, je peux le dire, des personnes à un moment donné pour les responsabiliser, parce que le déclic doit venir de la personne. Les résultats, le retour sur investissement sera d'autant plus grand que si j'accepte de faire ce premier petit pas. Donc, comment on pourrait inciter de manière cognitive, en passant par la cognition, parce que quand ça passe par le bas, c'est pas que cognitif, quoi. Mais bien souvent, on est dans un monde qui est intellectualisé. Donc, je reçois l'information et j'ancre ça avec mes sens et je me dis, allez, je suis dans l'action et puis là, c'est parti. Quel objectif on pourrait avoir justement pour être citoyen de tout ça, quoi. C'est vrai que alors je ne sais pas si c'est le déclic qui fait qu'on passe à l'action ou si finalement passer à l'action sur une action finalement assez accessible. On parle d'environnement, mais on parle de sport. Dans le sport, vous savez mieux que moi, j'imagine, mais c'est vrai que de commencer par des petits objectifs, des objectifs atteignables, à un moment, c'est aussi d'avancer d'avancer par étapes. C'est vrai que si moi, samedi, j'essaye de faire les 100 km avec Mathéo, j'irai pas bien loin. Mais en fait, finalement, est-ce que c'est grave? Donc, c'est vrai, c'est comment on arrive à peut-être... Je pense que la stratégie des petits pas est assez intéressante. Ça, c'est un premier point. Évidemment, le sujet des déchets abandonnés, c'est assez simple parce que les petits pas, ils peuvent se faire... alors, on peut aller dans des participer ou mettre en place des ramassages et on a l'impression, je pense, d'être dans une dynamique, c'est à la fois assez simple, mais on peut à la limite tout simplement ramasser un déchet par jour et le faire aussi devant du monde, montrer que finalement on est un exemple. Donc tout le travail de l'exemplarité, le passage à l'action et la stratégie des petits pas, je pense que c'est évidemment important. Le côté vraiment objectif, petit, et il y a des challenges qui sont plus faciles que d'autres à réaliser. Tu as des exemples à nous donner où que tu as assisté justement à TAC? Ah bah oui. Sur le côté d'équipe, même, j'allais dire même moi, c'est-à-dire que je suis pas une jeteuse, je ramasse de temps en temps au quotidien, mais c'est vrai que d'avoir participé à des ramassages, et en fait finalement il y a une bonne ambiance et il y a aussi le fait de recréer du lien, d'être dans un environnement, d'avoir la satisfaction. En fait, il faut que ce soit visible. En fait, c'est ça aussi. On parle, pour un chef d'entreprise, on lui parle de plein de risques, mais finalement, tant que ça n'arrive pas, tant que c'est pas visible, c'est compliqué de se projeter. Donc, c'est vrai que le sujet des déchets abandonnés, c'est assez simple, en fait, de voir que finalement, il peut y avoir une dynamique, qu'il va y avoir une bonne ambiance, qu'on peut prendre le petit café pour commencer. C'est la création du lien aussi, parce qu'il y a aussi le côté faire ensemble, faire équipe. Je pense que donc ça c'est moi j'identifie. Alors moi je parle déchets abandonnés, mais j'imagine qu'il y a d'autres actions. C'est comment on identifie des petites actions qui sont finalement une première étape avant d'aller sur peut-être des réflexions beaucoup plus complexes de réorganisation totale de la mobilité et des transports par rapport au déplacement des salariés. Alors là, j'imagine plein d'exemples de est-ce qu'on change ou pas les menus de la cantine, etc. etc. Donc, le côté petit objectif et collectif. Moi, je crois vraiment aussi au collectif, de pouvoir faire ensemble. Il y a un côté assez gratifiant.
Ouais, je te rejoins tout à fait sur cet aspect petits pas et petites actions au départ. Nous, on essaye en fait les premières actions, on appelle ça les quick wins. C'est donc les actions qui vont pas être trop énergivores en termes d'aspect financier, de temps humain et de personnes dédiées. Et voilà, on listera des actions bien évidemment un peu plus moyen et long terme, des aspects de transformation. Mais toutes ces actions autour des déchets, de la sensibilisation, etc., il y a un aspect très visible, comme tu le disais, très fédérateur en fait, qui va permettre d'embarquer toutes les équipes dans l'entreprise pour pouvoir les mobiliser. Et après, une fois que c'est fait, une fois que on a des équipes, une direction qui adhère vraiment au projet, avec des actions qui sont visibles, là, on peut penser à aller un petit peu plus loin, à éco-concevoir ses produits, toucher à ses fournisseurs, des choses qu'on voit moins, mais qui sont un petit peu plus profondes, qui auront de l'impact. Et je pense qu'à terme, en fait, il faut trouver ce bon équilibre entre des actions profondes et avec un gros impact, et des petites actions, mais qui embarquent tout le monde. Et je pense qu'avec ça, on a en partie, en tout cas, certaines clés d'une politique environnementale réussie. Et ça, est-ce que c'est dans le cadre de ton job aussi sur les déclinaisons opérationnelles dans l'entreprise ? Style, tu dis, il faut embarquer les collaborateurs, les salariés. Est-ce que tu préconises des formations, des regroupements, des team building, etc. Est-ce que ça fait partie aussi de ton... Oui, ça en fait partie. Typiquement, si on part sur la sensibilisation, il y a plusieurs ateliers qu'on va pouvoir proposer. Il y a l'atelier La fresque du climat, où on va comprendre les causes et les conséquences du changement climatique à travers un arbre et un jeu d'une 50aine de cartes. Donc ça, c'est l'aspect vraiment prise de conscience. Et ensuite, on peut avoir l'étape d'après. Donc il y a un atelier qui s'appelle l'atelier 2 tonnes. Où en fait, donc ça s'adresse plutôt à des particuliers, mais on le décline aussi en entreprise pour que les particuliers en entreprise comprennent bien. Où en fait, chacun va calculer son bilan carbone personnel. Donc le bilan carbone personnel d'un Français, il est environ de 10 tonnes aujourd'hui en France. Et en fait, l'objectif, c'est d'arriver à 2 tonnes. 2 tonnes, 2 tonnes de CO2 équivalent. Pour vous donner un exemple, c'est un aller-retour Paris-New York en avion. Et donc, pour justement respecter ces 2 tonnes de CO2, on va essayer de mettre en place certaines actions pour arriver à ces 2 tonnes. Et c'est là où on fait prendre conscience vraiment aux personnes qu'il y a beaucoup de choses et de concessions qui doivent être mises en place pour arriver à ces 2 tonnes de CO2. Et concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Alors, moi, je prends mon exemple. Là, on a développé les Maxi Race en Chine. J'ai vraiment réduit mes allers-retours. J'en suis à 2 à l'année, tu vois. Et quand j'ai fait mon bilan carbone, en fait, les 2 allers-retours que je fais à l'année en Chine, c'est quasiment 2 tiers de plus que ce que je consomme à l'année en France, quoi. Donc, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je mets en place ? Il y a quand même un distinguo entre la personne et l'entreprise. C'est-à-dire que toi, quand tu fais tes allers-retours, tu es sur le compte carbone de l'entreprise. D'accord. Et non pas de toi, Laurent. D'accord. Alors, ça ne veut pas dire que ça te... Et après, il y a des... Enfin, tu raconteras mieux. Mais donc déjà, il y a quand même une distinction à faire parce que là, pour le coup, ça veut dire que tu arrêtes de travailler. Enfin, c'est des choses qui sont différentes. Donc, il y a ton propre bilan carbone. Moi, je trouve que c'est vrai que c'est assez intéressant dans la prise de conscience où vous posiez la question aussi des petites choses qui peuvent faire du déclic. Et je trouve aussi intéressant de pouvoir le faire un an après. Parce qu'on ne peut pas non plus tout changer. Donc, sur son bilan carbone, il y a des grandes thématiques qui vont être sur le transport, sur l'alimentation, sur les vêtements. Enfin, j'ai plus tout en tête. Et d'identifier, peut-être qu'il y a un objectif aussi, encore une fois, dans les petits pas, et de se dire, tiens, moi, je vais faire l'effort là-dessus. Et je vais voir, un an après, comment j'ai réussi à faire évoluer mon score. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une distinction entre l'individu et l'entreprise. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'importance finalement, si je reviens aux 4 accords Toltec, si vous les connaissez, de faire de son mieux ? Parce qu'on a quand même le sentiment que sur ce type de sujet, il y a ceux qui font rien, il y a ceux qui en font beaucoup au point peut-être d'en faire un burn-out. Donc de dire où est-ce qu'on place le curseur finalement entre les deux, quoi. Moi ça je trouve intéressant, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous capables de faire les mêmes efforts. Il y a des personnes arrêter de manger de la viande ou arrêter de prendre l'avion. Enfin, pour les mêmes personnes, les efforts ne sont pas les mêmes en fait, en fonction de chacun. Donc,
c'est vrai qu'on peut déjà identifier là où on va se dire que, alors, entre guillemets, ça nous coûte le moins. Enfin, qu'est-ce qu'on décide, enfin, dans tout ça. Et puis, en effet, il y a les par étapes. Mais moi, je suis assez convaincue qu'on n'est pas tous capables. Enfin, alors, il y en a qui arrivent à tout faire. Voilà, et en effet, c'est assez dur parce qu'il y a aussi, je pense qu'émotionnellement, quand on se prive de beaucoup de choses et qu'on voit qu'à côté, il y en a qui font vraiment rien. Ça crée quand même je pense des émotions assez fortes et dures à vivre. Mais déjà, d'aller identifier, il y a des choses, je pense qu'on peut tous faire des efforts et en plus, on sera plutôt content de voir que ça fonctionne. Faut choisir, quoi. On n'est pas égaux là-dessus. C'est peut-être comme pour le sport, l'effort qui dure finalement. Celui qu'on est capable de tenir dans la durée, quoi. Oui. Il y a des systèmes aussi d'engagement de qu'est-ce qu'on est capable de modifier, de supprimer, d'ajouter. Donc tout ça, c'est vrai que de prendre le temps un petit peu de qu'est-ce que je suis capable de faire et quels sont un petit peu mes objectifs de l'année. À titre individuel, je trouve que dans des entreprises, c'est assez intéressant aussi de mélanger les deux. En fait, pour moi, c'est intimement lié. Et c'est aussi ça que je trouve intéressant sur le sujet des déchets abandonnés, c'est quand on fait des conférences en entreprise, on voit que ça touche à la fois les gens dans leur métier, mais aussi dans leur quotidien. Et c'est assez intéressant de trouver des sujets qui touchent des deux aspects, quoi, le vie pro, vie perso, et que ça se rejoigne. Je pense que c'est là où l'entreprise peut être moteur et enclencher. Ça peut être aussi un individu qui amène une dynamique au sein de l'entreprise, mais que l'entreprise puisse amener une dynamique au sein des individus. Je pense qu'il y a aussi des aspects de compréhension des ordres de grandeur qui sont assez intéressants pour voir justement où on a de l'impact. T'en parlais, Laurent, les trajets en avion, ça c'est des choses qui, si on prend que le volet carbone, qui vont avoir des gros impacts environnementaux. Et c'est vrai que j'en discute avec des amis assez régulièrement, mais des amis qui me disent moi je mange plus de viande, mais par contre tous les 2-3 week-ends, ils vont se faire un aller-retour en Europe en avion pour passer un week-end. Et voilà, et là, il faut réussir à leur faire comprendre que c'est très bien, tu mènes cette action de réduire ton impact carbone sur la viande rouge, mais par contre, à côté, tu as un truc complètement démesuré où tu prends l'avion toutes les 2-3 semaines pour aller faire un week-end de 2-3 jours, quoi. Et voilà, il y a cet aspect qui est un peu compliqué aussi, où il faut réussir à pas trop faire de concessions parce que sinon les personnes stoppent complètement toutes leurs actions, et réussir à leur faire comprendre quand même où ils peuvent avoir de l'impact. Avoir de l'impact sans être dans la contradiction. Donc là, c'est quand même... on revient souvent sur l'humanité, quoi. On revient sur l'éducation, sur des prises de conscience. Après, je disais, je reviens quand même juste sur le sujet entreprise. C'est vrai que les entreprises peuvent vraiment impulser. Quand on voit typiquement les entreprises qui autorisent, par exemple, un salarié à avoir un jour supplémentaire de congé parce qu'il a décidé de partir en train et que ça lui prend grosso modo sa journée pour aller en train plutôt qu'en avion. Enfin, voilà, il y a des petites choses quand même où on peut, l'entreprise peut quand même aussi aider l'individu à passer à l'action et à rendre le truc un peu moins pénible, quoi. Pardon, du coup, je revenais juste sur ce lien et cette connexion quand même individu et entreprise. En fait, c'est super important ce que tu dis, parce que du coup, on a besoin de cabinets comme Mathéo, justement, pour avoir une vision externe. Parce que ça doit être compliqué en interne, quoi. C'est compliqué, je le sais, en tant que chef d'entreprise, d'avoir une vision, de se mettre en position méta, de dire on va structurer les choses comme ça. On va pouvoir avoir des moyens d'action en faisant un plan de mobilité, en faisant attention au plastique. Nous, dans le cadre de aujourd'hui, on est Adidas Terex Maxi Race. Mais dans le cadre de la Maxi Race, on a lancé plein de choses qu'on n'a pas communiquées parce que... mais ça a été souvent, ça a été des coups d'essai. Je me souviens, le premier coup qu'on a fait, on a voulu passer au 0% de plastique. Donc du coup, on a dit à notre partenaire à l'époque, qui était une marque américaine de boissons, les 10 palettes de Coca-Cola que vous nous versez, alors,
Mathéo, tu pourras me le confirmer, hein, si on n'a pas notre coca, nous, au bout de 10 heures de course, c'est compliqué, quoi. Il nous faut du glucose et du sucre très rapide. Il n'y a que là aussi où on peut en boire, où on a bonne conscience de boire du coca. Donc, mais on a décidé de refuser les 10 palettes de coca et on a mis à la place du cola au Savoyard. Du cola, des brasseurs savoyards livrés en fût, voilà, pour limiter le plastique, etc. On gère à peu près 30 000 mails avant la course. On a eu pas mal de mails concernant la boisson pourrie qu'on avait servie sur les ravitaux et que pour faire des économies, on avait servi du Coca-Cola périmé, etc. Bon, sachant que là, on achetait le cola. Les brasseurs savoyards n'y sont pour rien, mais on payait 4 fois plus cher que le Coca-Cola. Voilà, parce que, alors par retour, donc du coup, on est revenu sur des boissons pétillantes, quoi. Mais je pense qu'on n'a pas assez insisté dans notre message, on n'a pas fait assez d'éducation auprès des coureurs en leur disant le pourquoi, quoi. Et ça, c'est super important de donner du sens à ce qu'on fait pour pouvoir le communiquer bien en amont, le répéter, mettre ça dans une routine de communication pour dire, je me mets en veille un petit peu sur le goût de la boisson que je vais prendre, mais elle va me... Oui, et pareil, est-ce que ça aurait pu être intéressant de faire un test, de proposer les deux avec une explication? À vous de choisir. C'est à vous de choisir. C'est sur justement... je pense qu'il faut aussi qu'on amène les gens alors dans la sensibilisation, mais comment on réfléchit, comment en fait on décide et comment finalement c'est pas imposé. C'est intéressant de dire, voilà, nous on se pose la question, telle boisson ou telle autre, il y en a une locale, X, je sais pas, et là ça peut être un chiffre carbone ou autre, une boisson locale, tac, qui fait travailler, je sais pas après les éléments de communication, ou voilà, et vous avez le choix au ravitaillement de prendre l'un ou l'autre. Et à la fin, je sais pas, mais de finalement engager et que ce soit les coureurs qui décident et qui font un choix presque éclairé. Non, mais je sais pas, c'est une idée aussi d'être dans finalement amener les gens à se poser la question et à faire un choix en conscience. Un choix en conscience. Oui, je pense que ça pourrait se faire sur sur court terme, 3 ans, court moyen terme, amener cette réflexion-là. Mais on l'a peut-être fait trop brutalement. On a décidé 0% de plastique d'un coup. Mais oui, ça pourrait se faire sur un plan à 3 ans. Je vois bien ça parce que, automatiquement, moi, je me mets en position de com'. Sur les messages, etc., dans la stratégie, ça peut... Vous avez le choix et oui. à la fin, voilà, c'est finalement vous qui pouvez aussi nous aider à décider. Oui. Tu nous as donné un super exemple de la conduite du changement quand même. Ah bon? Finalement, tu viens bousculer les habitudes. C'est aussi un peu ça, en fait, ces sujets en entreprise, de dire quand on change la donne sur la partie environnement, sur la partie RSE, de dire que quelque part, on était habitué, on était dans notre petite zone de confort, et du jour au lendemain, on crée des conditions différentes. Donc, quelque part, c'est une zone dans laquelle on perd ses repères. Et ce qui était familier, finalement, quitte à ce que ce soit inconfortable, nous rassurait. Et là, on passe effectivement sur le versant où c'est d'un coup, on maîtrise moins les choses et on ne sait pas si on peut garder le contrôle sur le résultat, quoi. Donc, notre job, après, c'est d'accompagner un certain nombre de personnes, justement, à mieux gérer aussi ces transitions-là. Et typiquement, sur ces thématiques-là, on est en plein dedans, quoi. Et cet aspect choix, je pense qu'il est important. Parce que c'est peut-être un petit peu compliqué sur un ravitaillement de prendre le temps de choisir entre du Coca-Cola local et du Coca normal. On va peut-être plus aller vers ce qu'on connaît parce qu'on s'est entraîné à bien digérer ce type de boisson. Mais là où typiquement il y a ce sujet du choix qui est aujourd'hui pas mal proposé dans les courses, c'est typiquement sur les goodies, les t-shirts ou médailles fin de course. Des fois il y a la proposition en fait de prendre un t-shirt ou alors une somme qui a été définie pour l'achat du t-shirt donc par la course en question peut être reversée à une association environnementale, sociale, etc. Et cet aspect de choix, ça laisse quand même le coureur libre, il ne se sent pas contraint et c'est une bonne manière de... C'est un appel à la réflexion aussi. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est mon prochain sujet de réflexion. Mathéo, je t'appellerai pour ça. Ça marche. Surtout qu'on a, tu l'as vu qu'on a changé de partenaire, naming. C'est comment embarquer la partie prenante, comment faire en sorte que ce partenaire-là puisse intégrer cette démarche en sachant que
le partenaire, il compte énormément sur le retour en lisibilité, quoi. Pour lui, le t-shirt finisher, c'est quelque chose d'important. Le goodies finisher, c'est super important, quoi. Et dans la démarche des coureurs, les coureurs, à partir du moment où tu ne donnes pas un t-shirt, c'est compliqué. Ouais. C'est vraiment compliqué parce que là, c'est l'ego qui rentre en jeu. Le lundi, tu viens au boulot, tu as fait le 42 ou le 60 ou le 100 bornes de l'Adidas T-Rex Maxi Race, tu es fier, quoi. Tu t'es entraîné pendant 6 mois. Qu'est-ce qui fait que je vais pouvoir être aussi fier si j'ai un t-shirt en bois? Je ne sais pas. L'année dernière, on a offert à tous les podiums, on a offert des arbres, quoi. Okay. Des arbres, en fait, ils sont propriétaires d'un arbre. Et ils vont suivre l'évolution Ce serait intéressant de demander quand on s'inscrit de cocher la case t-shirt ou pas t-shirt en amont, en fait. Pas forcément, c'est-à-dire qu'il y a une préparation et une réflexion aussi en amont qui fait que vous pouvez aussi même adapter les stocks, voilà. Mais ça, on peut le faire, oui. Déjà de voir. En fait, de voir quand on laisse le choix, est-ce qu'à la fin, vous voulez ou vous voulez reverser. Alors, les problématiques d'aujourd'hui, c'est que les commandes sont faites 18 mois avant. Des gros partenaires. Voilà, 18 mois avant. Donc, c'est pour ça que c'est... Voilà. Moi, j'essaye de trouver quel moyen j'ai justement pour embarquer les partenaires, que ça soit Adidas T-Rex, que ça soit Thai Energy. Bon, Thai Energy, c'est moins problématique parce que c'est de la jet, quoi. Mais surtout les partenaires textiles, comment je fais pour les embarquer, quoi. En sachant que tout est validé 18 mois avant, si on veut avoir des produits sur mesure, de qualité, etc., quoi. Donc c'est la réflexion en interne chez la marque. Je ne sais pas comment ça peut se passer, surtout sur des grosses marques comme ça. Mais c'est sur ce type de réflexion que j'aimerais amener notre partenaire. Voilà, parce qu'à un moment donné, là on discute de RSE, d'environnement. Nous, on est une toute petite société, on est une toute petite structure. On navigue entre, on va dire, 5 salariés et 10 lorsqu'on arrive sur les événements en tant que... sur la préparation des événements. Mais on génère quand même le déplacement de 20 000 personnes sur site. On distribue quand même plus de 7 000 cadeaux finishers. Des goodies de bienvenue, d'accueil, etc. Donc, à un moment donné, il faut se poser la question, quoi. Il faut se poser la question, c'est comment on peut embarquer nos marques sur une réflexion de baisser leur bilan de carbone, d'être beaucoup plus, j'allais dire pas propre, mais plus vertueux. Voilà, beaucoup plus vertueux. Je pense que c'est des discussions effectivement à engager maintenant et puis après peut-être qui aboutiront dans 2-3 ans. Mais c'est quand même des grosses marques qui ont forcément des équipes RSE internes qui s'attaquent à ces sujets-là. Donc c'est peut-être juste faire le lien aujourd'hui entre du coup tes interlocuteurs au quotidien et les équipes internes qui pourront être ton relais justement pour essayer de faire passer ces choses. Mais je pense que ce dont on parlait, l'approche vraiment petit pas est intéressante, où peut-être que dans les prochaines années, ça ne sera pas le t-shirt qu'on n'aura plus, mais la possibilité de plus avoir la médaille ou avoir une médaille un petit peu éco-conçue, où le coureur a quand même son t-shirt. Et voilà. Ou le petit sac en tissu lavable pour ramasser ses déchets quand on se balade à la montagne. Voilà. Oui. Ça existe, hein. On donne des drop bags sur la Maxi Race, quoi, des petits sacs qui sont parce qu'il y a des choses un petit peu j'allais dire pratiques à clipser ou à avoir pour se balader finalement toujours avec son petit sac. Mais non, mais je dis ça fait un truc en plus ou pas. Après c'est des switches, hein. C'est-à-dire est-ce que c'est ça ou autre chose? Du coup, on peut peut-être rebondir sur l'action de dimanche sur le relais. Est-ce qu'ils seront équipés de... C'est quoi alors c'est quoi le... J'ai pas beaucoup d'infos. J'ai pas beaucoup d'infos, mais je plaisante. Donc l'objectif, ça va être de faire un relais, donc 4 coureurs qui vont refaire une partie du parcours
en nettoyant, donc en ramassant les déchets. Là, pour le coup, avec un sac classique. Voilà, c'est pas des petits sacs. Alors l'idée, on espère qu'il n'y aura pas forcément une quantité de déchets importante. Je pense pas que. Je pense que finalement, il y a des choses qui tombent. C'est presque plus un manque de vigilance. Donc, on espère que les sacs ne seront pas trop pleins. Finalement, là, l'objectif est plus de sensibiliser et de montrer que quand on est comme ça sur des parcours, alors déjà, il y a de la vigilance à avoir pour éviter, parce que même quand on fait attention, ça peut tomber. Donc, comment on fait particulièrement attention quand on court et quand on profite de tous ces espaces. Ça, c'est un premier, évidemment, un premier objectif. Il y a un deuxième objectif qui est, on parlait de l'exemplarité. C'est aussi important de voir que finalement des coureurs de renom s'impliquent, sensibilisent et qu'on travaille sur cette idée que on peut ne pas être jeteur et c'est super. En fait, il n'y a pas non plus on n'est pas la majorité à être jeteur, mais on peut être aussi ramasseur. On peut être finalement des coproducteurs de la propreté et qu'on a aussi quand dans les steps des gestes propres, il y a évidemment pas jeter n'importe où. Essayer de trier dès qu'on peut, parce que derrière, il y a l'économie. On peut rentrer dans une boucle d'économie circulaire pour finalement de plus en plus de matériaux. On n'a pas encore la réponse à tout, mais il y a quand même plein de filières qui se développent de plus en plus. Donc ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Et puis, il y a un autre geste qui est de ramasser. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir montrer l'exemple et de dire que on peut être dans la performance sans forcément mettre de côté des valeurs ou la préservation d'un sport qu'on a envie de continuer j'imagine, à pratiquer dans des espaces sympas, propres. On va suivre, je vais suivre ça de près, tu vois, parce que ce serait intéressant aussi de dater les déchets qui vont être ramassés. Alors, parce que voilà, au niveau des trailers, c'est vrai, comme tu dis, il faut de la vigilance, mais j'ai vraiment aucun souci là-dessus, parce que ça a toujours été, les parcours ont toujours été propres. Alors nous, il faut savoir que sur 100 km, il y a un minimum un bénévole tous les kilomètres qui, avant de quitter son poste, va en amont et en aval ramasser ce qui aurait pu tomber. Tu vois. Et après, les parcours sont nettoyés, préparés, mais en plus, là, on a des conditions climatiques qui sont propres, quoi. Donc, il n'y a pas eu de neige, etc. depuis quelques temps. Donc, c'est nettoyé, c'est tracé, c'est coupé. Encore samedi, on était à Menton-Saint-Bernard avec le coupe-fil. J'ai pas le nom, l'outil de jardin, pourtant je l'utilise souvent. Le sécateur. Non, c'est le truc électrique. Okay. Voilà, pour tracer la bonne bande sur le champ, pour pas abîmer le champ qui est à côté, qui fait l'objet de la biodiversité pour la culture de la vigne, etc. Donc on trace vraiment, mais les coureurs, il faut vraiment qu'ils se rendent compte le travail qui est fait toute l'année au millimètre, notamment par Patrick Baladier, directeur de course. Alors, en priorité, c'est un travail qui est de création de liens avec les agriculteurs, les alpagistes, les commerçants, les autorités, les collectivités, etc. Et en second lieu, c'est l'entretien des chemins, parce que la crainte de voir passer 7000 personnes sur son champ, elle est légitime. Et nous, depuis l'origine de la Maxi Race, alors j'ai une image qui me vient en tête, c'est ce que me dit Stéphane Agnoli, aussi, qui est créateur de la Maxi. Il aime bien que lorsque les coureurs traversent un champ, que le ravitaillement qui suit, que le coureur puisse déguster le fromage des bêtes qu'il y avait dans le champ, quoi. Donc c'est une découverte inductive du parcours. Ça, c'est vrai que dans les forts, on n'a pas souvent conscience, mais quand je vois qu'on a mis ça en place depuis plus de 10 ans, c'est un truc de fou. Et là, c'est le directeur de la société qui va parler. Et pourtant, en termes de coût d'exploit, c'est 3 à 4 fois plus cher, quoi. Ça a vraiment un coût de vouloir mettre en avant les producteurs locaux. Mais sans eux, on n'est rien, quoi. Moi, ça, je savais sans pas, eux, on ne peut pas faire. Ça peut faire partie des motivations pour aller, pour se mettre au sport. Non, mais... non, c'est sûr. Non, mais je suis d'accord avec toi, Laurent, sur le fait que on n'est pas sur... on n'est pas sur une cible de jeteurs, mais montrer l'exemple est vraiment important. Et
Et en fait, ce type de sujet, c'est aussi intéressant de l'aborder sous différents prismes. Le prisme du sport, parce que là, et en l'occurrence, on est en connexion directe avec l'environnement et on en a parlé, mais ça peut être des fois sur le prisme aussi de la culture. Donc là, il y a une série Ordures qui va sortir sur Arte. Donc en fait, c'est comment on raconte aussi des histoires et comment on embarque. Et encore une fois, je pense que c'est comme sur les efforts, on n'a pas tous la même sensibilité, donc les déclics, ils peuvent se faire. On avait fait aussi on avait participé à une exposition photo-climat. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on peut toucher par l'art, on peut toucher par le sport, on peut toucher sous différents angles. Et je pense que finalement, il y a différents déclics à activer parce qu'on n'aura pas tous la même sensibilité. Je pense qu'on a aussi une chance, c'est que l'écosystème du sport, du trail, etc. est quand même assez sensible à ces sujets-là, notamment certains top performeurs sur des trails. Et ça peut être aussi tout à fait des relais, je pense, pour les organisations, et des bons moyens de communication. Ils ont des grosses communautés et voilà, une grosse visibilité, je pense, pour faire passer des messages. C'est des personnes qui sont convaincues, qui sont sensibles, qui ont envie de continuer à évoluer dans des écosystèmes et espaces naturels qui sont préservés. Et ouais, je pense qu'ils peuvent être un très bon relais. Ouais. Oui, parce que les démarches sont sincères. Là, pour le coup, c'est quelque chose de... Ça aussi, c'est important quand même. Hein. Non, mais d'être aussi convaincu. Hein, c'est-à-dire que c'est pas juste pour cocher la case d'un indicateur autre. Quoi. On n'a pas toutes les réponses. Hein. Bon, on va avoir une partie dimanche. Oui. Déjà, après, c'est vrai que les réponses... Là, aujourd'hui, on a essayé d'apporter des pistes pour celles et ceux qui nous écoutent. Moi, ce que je vous propose, on est en fin de podcast. Ce que je vous propose, c'est de finir par les chapeaux de Bono. Vous connaissez les chapeaux de Bono ? En fait, c'est les chapeaux de la pensée différenciée qui nous permet d'exploiter les différentes façons qu'on aurait de penser, qu'on utilise aussi en coaching. Alors, il y a plusieurs chapeaux, ils sont là. Manon me les a préparés. Bon, pour l'anecdote, hier, elle nous a grillé la machine à plastifier. Hier soir, on était dans le PC course à pas d'heure. Mais elle a réussi à me sortir quelque chose. Alors, je vais pas rentrer dans tous les détails des chapeaux, mais ce que je vais vous faire, je vais vous donner le choix des chapeaux, afin qu'on puisse terminer par ça. Alors, vous avez différents chapeaux. Tiens, Marjorie, je te laisse ces papiers. Alors, on a le chapeau noir. Le chapeau noir, c'est le chapeau moi, en coaching, je l'appelle le chapeau du comptable. C'est le chapeau du pessimiste. Ah ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire si on ne bouge pas ? Vraiment, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire ? Ensuite, habituellement, je mets, moi, le chapeau rouge. Donc, le chapeau rouge, c'est le chapeau du ressenti. Alors, c'est très intéressant d'utiliser du côté professionnel et en entreprise, en séminaire, etc. Parce que sous la caution du chapeau, on peut vraiment s'exprimer. Qu'est-ce que je ressens là ? Qu'est-ce qui part de là par rapport à ce qu'on s'est dit aujourd'hui ? Quelle émotion, comment j'arrive à traduire ça ? Ensuite, j'utilise le chapeau jaune. Qu'est-ce qui pourrait nous arriver de mieux si vraiment on se mettait en action, si vraiment il y avait une prise de conscience par rapport à notre environnement ? Et le chapeau vert, le bleu, la structure, Marjorie, on le garde pour nous. Le chapeau vert, c'est le chapeau de la créativité. Si j'avais tous les moyens, qu'est-ce que je pourrais mettre en place ? Et lorsqu'on l'utilise en coaching, en fait, on fait plusieurs tours avec les groupes où on n'a pas le droit de réitérer la proposition qui a été dite. Et ça nous permet d'avoir une trentaine de propositions qu'on ramène sur des plans d'action à court terme, moyen terme et long terme. Voilà. Donc, aujourd'hui, on est entre nous. Par rapport à ce que vous avez vécu ce matin, par rapport à votre état d'esprit, je vous demanderai juste de choisir un chapeau et puis
et de finir par là. Donc le pessimisme, le ressenti, l'optimisme, et si j'avais tous les moyens. Peut-être pas qu'on choisisse le même. Tu partais sur lequel? Je serais peut-être soit le rouge ou le jaune. J'étais plus sur le jaune, mais je peux changer si Vas-y. Allez, je vais faire. Le rouge, t'es ressenti. Hein. Oui. Tu feras le rouge? Je fais le rouge? Le rouge. Allez. Et Mathéo, le jaune? Allez, parfait. Mais il faut que je réfléchisse encore. Hein. Non, faut pas réfléchir, c'est du ressenti. Oui. Donc, C'est ça. Mathéo, tu veux commencer? Donc, Allez. Mathéo, je te présente le chapeau jaune, donc le chapeau de l'optimisme. Donc, la question que je vais te poser, c'est qu'est-ce qui pourrait nous arriver de mieux si chacune et chacun prenait conscience de la mise en action, de la mise en application pour mieux vivre avec notre environnement externe, notre environnement naturel, mais aussi notre bien-être, notre environnement intérieur. Alors, il pourrait nous arriver plein de belles choses. Je vais reprendre pour finir ma casquette plus de trailer. Je pense que on pourrait tout simplement déjà continuer à avoir de belles courses comme la Maxi Race. Parce qu'aujourd'hui, si on ne met pas en place certaines actions, si on n'agit pas, il va y avoir forcément une augmentation de température, des canicules qui peuvent directement impacter la participation à certaines courses. Aujourd'hui, si on a une grosse canicule lors de la Maxi Race, potentiellement la Maxi Race pourrait s'arrêter. Bon, c'est un des scénarios les pires, mais je pense que on a tous envie aujourd'hui que ce type d'événements qui ont lieu donc, du coup quand même en été continuent à se faire. Donc voilà, si on agit, je pense qu'on pourrait toujours du coup participer à ces beaux événements. On pourrait aussi voir des paysages qui vont pas forcément changer, qui vont évoluer bien évidemment, mais qui vont évoluer avec le temps de la bonne manière et qui vont pas être dégradés par les actions de chacun, des déchets, on en a pas mal parlé, mais voilà, je pense que c'est assez important de tous agir à notre échelle, que ça soit de manière individuelle, que ça soit en entreprise aussi, que ce soit avec nos proches, avec de la sensibilisation, échanger sur ces sujets-là, pour pouvoir se dire je suis pas tout seul aussi dans mes actions au quotidien. Il y a d'autres personnes, d'autres entreprises, d'autres institutions qui poussent ce type de projet. Et voilà, cet aspect mobilisation, cet aspect fédérateur pour protéger notre environnement est pour moi primordial. Et je pense que ces sujets-là de climat, d'environnement, sont beaucoup abordés avec le prisme un peu négatif des fois. Et c'est pour ça que j'avais envie de finir peut-être plus sur la vision positive que ensemble on peut réussir à conserver tout ce qu'on aime, la nature, les belles montagnes autour d'Annecy et des paysages bien propres. Donc voilà, je voulais finir sur cette belle note positive. Merci, Mathéo. Avec plaisir. Aude, Chapeau rouge. le chapeau rouge, le chapeau du ressenti. Qu'est-ce que tu as envie de... Comment tu traduis ton ressenti là, du moment, ici et maintenant? Alors, le ressenti du moment, il est bon, parce que c'est vrai qu'on se dit... en fait, on est chacun avec des casquettes et des profils différents, et ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est-à-dire que il y a le coach, il y a le côté bien-être, il y a le côté entreprise, il y a le côté individu, il y a le côté environnement. Enfin, on voit que finalement, on est ce côté écosystémique est un petit peu représenté aussi autour de la table. Et de voir que finalement, parce qu'on peut toujours se dire, ah oui, on n'en fait pas assez, il n'y a pas assez de monde qui bouge, mais on peut aussi voir le verre à moitié plein et de se dire, quand même, si, il y a des choses qui bougent, il y a des gens qui sont intéressés pour aller reconnecter tout ça, pour aller de l'avant. Donc moi, je suis sur un ressenti, me dire à chaque fois, ce type de moment et d'échange me redonne un petit peu espoir sur le fait qu'on puisse finalement avancer. Donc je suis sur quand même...
Après, c'est vrai que sur le sujet au global, je trouve qu'on passe par des moments un peu montagnes russes, mais ça, je pense que finalement, on l'a tous. Et c'est justement ces rencontres qui permettent de se dire waouh, on arrive à être dans aussi une dynamique positive. Donc ouais, là, c'est sûr que ravi en tout cas d'avoir passé ce moment avec vous. Bah, moi aussi, je suis très, très ravi et j'invite ceux qui nous écoutent, nos parties prenantes, les chefs d'entreprise, les institutions, les collectivités, à organiser un dialogue comme on l'a fait ce matin. Un dialogue de sensibilisation pour mieux se comprendre et mieux comprendre les enjeux, en fait. L'idée du podcast, c'était celui-ci, celui de sensibiliser, de pouvoir entraîner pour le N+1, pour demain, pour l'année prochaine, pour la prochaine Adidas Terrex Maxi Race. Encore plus de parties prenantes, encore plus de partenaires. Et moi, ça me permettra aussi de faire un état des lieux à partir d'aujourd'hui jusqu'à 2026, savoir qu'est-ce qui a été mis en place. Je retiens vraiment le petit pas, je retiens les petits objectifs, parce que c'est le point commun aussi que vous avez eu, donc être très pédagogue, très humaniste lorsqu'on va proposer ça aux chefs d'entreprise qui ont aussi des obligations de retour sur investissement. Ça, c'est vraiment pas négligeable. Mais aller titiller leur côté citoyen, quoi. Être citoyen du monde, de la terre, être citoyen de cette montagne et de la nature pour soi et pour les autres. Marjorie, tu veux finir par quelque chose ? Ouais, je vais reprendre la phrase de Aude tout à l'heure qui disait finalement chaque geste compte. Et ça ira bien avec l'idée que chacun fait aussi sa part du colibri. Parce que finalement, dans cette histoire, c'est pour ne pas se décourager, c'est qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon niveau, et chaque jour un peu plus. Donc, et c'est encourageant, en fait, quand on voit des gens comme vous se dire qu'il y a l'envie d'avancer et que tous ensemble, on peut faire bouger les lignes. Moi, j'aime bien, en effet, le côté mélange, parce qu'on n'est pas finalement au quotidien, on n'a pas les mêmes quotidiens, et pour autant, on arrive à se connecter. Enfin, je vois cette idée, finalement, de connexion et d'écosystème, parce que je pense que dans la société, c'est ce qui nous manque. C'est qu'en fait, on est dans nos couloirs de nage et qu'on a du mal on a du mal à intégrer et à s'intégrer tous et les problématiques. Enfin voilà, comment on fait plus un puzzle, quoi. Et après, par rapport à l'échange qu'on avait eu, je trouve qu'on est moins venu sur le côté un peu valeur du sport. C'est vrai. Après, voilà, parce que la conversation était finalement assez libre. Ça, après, c'est des questions. Oui, on avait parlé aussi de structure cognitive. Ouais. C'est même le côté valeur où finalement on se rend compte que finalement on peut être dans des objectifs, on peut être aussi dans la notion d'effort, on peut aussi en vrai être un peu dans la notion de performance, et que ça rejoint et de l'environnemental et du sportif et de l'entreprise. Et donc ce côté un peu je trouve valeur commune, même si en fait finalement on a l'impression qu'on a des enjeux éloignés, quand même sur certains drivers et fondamentaux où je trouve que finalement on avait un petit peu de mémoire. Oui. Mais il y a ce truc-là que je trouvais aussi intéressant, c'est vrai, sur un peu un socle commun et sur le côté valeur, et peut-être que d'entrer aussi sur les valeurs en disant en fait on cherche à atteindre des objectifs, à être performant, etc. En fait, on peut les décliner sous tous les... Enfin voilà, chacun avec nos casquettes, quoi. Carrément. Bon. Jiménez, ça te va ? D'accord. On est bon ? Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Mais oui, finalement, on a la structure pour aller voir les entreprises comme ça. Quand je dis les entreprises,